Bonjour, bonjour. Nous sommes mardi 13 avril, à 2 jours des élections qui se sont tenues à la fois en Équateur, deuxième tour de l'élection présidentielle, avec la victoire assez nette du banquier néolibéral Guillermo Lasso face au candidat de la révolution citoyenne Andrés Araúz. Il y a eu aussi des élections très importantes au Pérou, et élections présidentielles et législatives. Tant en Équateur qu'au Pérou, les candidats qui se sont soit placés au deuxième tour, soit ont gagné, ont déjoué à la fois tous les pronostics des instituts de sondage. Il y a eu aussi des élections en Bolivie qui ont été gagnées, des élections locales qui ont toutes été gagnées par la droite. En Équateur aussi. Au Pérou, le panorama est un peu plus mitigé. Bon, pour les auditeurs des deux rives, ce n'est pas le meilleur dimanche qu'on ait connu au niveau électoral et politique. Pour parler de tout ça, on a deux invités de marque. On est avec Marie Burneo, qui est professeure à l'Université catholique du Pérou, qui est aussi chercheuse à l'Institut d'études péruviennes. Marie, vous l'avez vu il y a quelque temps sur les deux rives, elle nous a fait une explication des enjeux électoraux dans le monde rural. Je pense que d'ailleurs, ça va être un thème qu'on va traiter aussi avec elle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, puisque au deuxième tour vont s'affronter Pedro Castillo, donc un candidat qui a su capter les voix des plus déshérités avec des messages simples, des messages basés sur la récupération de la souveraineté, la récupération de la dignité, et qui a su capter cette frange de l'électorat qui était en mécontentement contre le système. Face à lui, il y aura Keiko Fujimori, donc là par contre, c'est dans ce clivage entre le mécontentement par rapport au système et la peur de l'incertitude, la peur d'un saut dans l'inconnu. Écoutez, le deuxième tour qui aura lieu en juin représente tout à fait cette dichotomie, puisque Keiko Fujimori, c'est le système, hein, c'est le système personnifié, même son nom, puisqu'elle est la fille du dictateur Alberto Fujimori, qui a imposé le système qui actuellement régit encore la norme économique et démocratique du Pérou. Donc, il y aura un deuxième tour entre ces candidats. Il y a une surprise, bien évidemment, dans le cas de Castillo. On va l'analyser avec Marie. Et puis, dans le cas de l'Équateur, on voit que Eduardo a des petits yeux. Il n'a pas dû beaucoup dormir. Peut-être même qu'il a bu, on ne sait pas. Il nous le dira. En tout cas, le candidat de la révolution citoyenne a perdu. Donc, l'Équateur va continuer sa voie dans le néolibéralisme initié par Lénine Moreno, avec cette fois-ci un candidat ouvertement aligné sur les intérêts de Washington dans la région, un candidat du secteur de l'oligarchie, mais dans l'oligarchie du secteur financier et pas du capital productif. Andrés Araúz a fait une belle campagne, mais n'a pas su capitaliser l'ensemble des voix qui lui auraient permis de remporter la victoire. Et puis, n'a peut-être pas su convaincre ses électeurs qui avaient voté pour le candidat Yacu Pérez au premier tour, et surtout les bases territoriales de la CONAIE, qui, dans le choix entre un système progressiste, un État volontariste contre un candidat ouvertement néolibéral et destructeur des services publics et d'atomisation de l'État, ont choisi de faire l'autruche et d'appeler à un vote blanc et nul. Nous en parlerons bien évidemment avec Eduardo. Comme Eduardo, vous le connaissez aussi, c'est quand même un de nos invités phares sur les deux rives, un analyste très fin, on l'aime beaucoup, un cuisinier hors pair aussi, mais ça vous vous en foutez peut-être. Eduardo donc, est activiste social, il connaît évidemment très bien les méandres politiques de la République d'Équateur, mais honneur aux dames, et puis honneur au Pérou surtout, parce qu'on n'en parle pas assez. Moi, je vous parle en ce moment depuis Lima. Le Pérou vit une situation politique fascinante. Fascinante, et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur qu'on en parle pas assez. Donc, évidemment, quand on ne trouve pas d'informations sur un thème de l'Amérique latine, évidemment, les deux rives partent à la rescousse. Et donc, nous allons commencer par
Marie, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le résultat et la surprise de Pedro Castillo au deuxième tour? Oh, bonjour Romain et Eduardo. Et c'est vrai que c'est fascinant, mais c'est fascinant du point de vue de l'analyse politique, mais en fait, c'est un panorama assez sombre pour le Péruvien. Et là, je dois commencer pour dire que, en fait, pour comprendre cette situation, il faut d'abord nous rappeler que au Pérou, on peut dire que le système partidaire des partis politiques est pratiquement détruit. Donc, la fragmentation du vote qu'on a eu dans ces élections-là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu à ce point-là, non? Et donc, par exemple, Keiko Fujimori, qui est maintenant au deuxième tour, elle a eu un 14% presque, mais d'un pourcentage de la population qui a voté, je vais le dire différemment, c'est-à-dire 28% de la population n'a pas voté. Et entre ceux qui ont voté, le 12% a voté nul. C'est-à-dire que ce 14% qu'a eu Keiko Fujimori ne représente en vrai, dans la réalité, que le 8% des électeurs qui ont voté pour un candidat. Je veux dire avec ça que les chiffres nous montrent que vraiment on a une fragmentation, c'est hors du commun, et ça nous parle de la crise politique au Pérou. Alors, pour répondre à ta question, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Keiko Fujimori, il faut dire que c'est tu as dit, je crois, la candidate qui représente un peu le modèle. Oui, c'est vrai, le modèle, le status quo néolibéral, disons, mais c'est aussi la candidate de la corruption. Et je pense que là, les Péruviens, ils savent ça très bien. Mais malgré ça, maintenant, il y a la droite que, face à la peur de Pedro Castillo, qui lui fait peur à la droite, ils vont voter Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, c'est quelqu'un qui a un procès judiciaire ouvert, c'est-à-dire il y a le procureur public qui a un procès ouvert à Keiko. Keiko a une demande de 30 ans de prison. Elle a 15 000 feuilles, je ne sais pas si on dit feuilles, mais expédients, 15 000 feuilles d'investigation judiciaire par affaire de corruption et par blanchiment d'argent. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui représente les gros mafias au Pérou. Et bien sûr, elle a une alliance avec la droite et avec les grandes entreprises. De notre côté, on a Pedro Castillo, du Parti Pérou Libre. Alors, là, c'est une histoire, je vais essayer de résumer. Et tu dis que c'est une surprise, évidemment, oui, c'est une surprise, mais c'est aussi un veau historique qui vient surtout de la montagne et des différentes régions du Pérou, que, comme tu as dit, ce sont des régions qui ont été historiquement exclues de la politique et du développement, entre guillemets. Mais que c'est une région que ça fait beaucoup de temps qu'ils votent par des candidats qui représentent justement le contraire à ce modèle néolibéral, etc., mais qui vont changer de candidat d'élection en élection. Parce qu'au Pérou, les candidats, les partis, ce n'est pas vraiment des partis politiques, mais c'est des partis un peu, comment dire en français, Des c'est franchises, ce des sont des franchises. franchises. Voilà, Continue, on c'est des reviendra sur franchises. ça, je reviendrai sur ça pour que D'accord. Ouais. les auditeurs comprennent bien. Et donc, mais c'est un veau que ça fait déjà au moins 15 ans, cherche un candidat qui représente disons, cette population qui vraiment se sent exclue et qui s'oppose un peu à Lima. Et donc, Pedro Castillo, c'est quelqu'un qui est issu d'une histoire, il est professeur rural, il est quelqu'un qui fait partie d'une organisation qu'au Pérou, elle est très importante, ce sont les rondas campesinas. Je pourrais traduire en français, mais ce n'est pas exactement les rondas paysannes. En Ce sont fait, ce sont comment on appelle ça, des organismes d'autoprotection dans les campagnes. Oui, mais en plus,
c'est plus que ça parce qu'elles sont en reconnaissance de l'État pour l'exercice de la justice constitutionaria. Je ne sais pas comment dire en français, c'est la justice. Et donc, elle pratique aussi la justice au niveau local, au niveau de la communauté. Donc, Castillo, il fait aussi partie des rondas, il est un rondero. La ronda campesina au Pérou a une présence importante dans plusieurs endroits, dans la sierra, surtout au nord du Pérou et au sud du Pérou. Et donc, il a une trajectoire politique qui n'est pas nouvelle. C'est quelqu'un qui a dirigé une très importante grève des professeurs à l'année 2017. Là, il a capitalisé, il a construit un capital politique, non, entre les professeurs publics de l'État. Et c'était une grève énorme à niveau national. Et donc là, je pense que c'était un moment important pour lui, où il a construit beaucoup de liens politiques à niveau des différents territoires au Pérou. Là, c'est très important. Et après, il a continué en train de faire une carrière politique. Et il fait une alliance avec ce parti, Pérou Libre, c'est un parti de la gauche. Eux-mêmes, ils se définissent comme socialistes, marxistes, léninistes, mariateguistas. Mariateguista, c'est du penseur José Carlos Mariátegui, c'est un penseur péruvien de principe du siècle XX. Et voilà, qui a allié le marxisme avec la réalité des peuples indigènes. Pour ceux qui ne connaissent pas, on recommande bien évidemment. Donc, Castillo, personne ne pensait qu'il allait arriver parce qu'il a commencé avec 2%. Déjà, le dimanche où on a parlé sur la situation péruvienne, je n'ai même pas parlé de Pedro Castillo parce qu'à ce moment-là, il avait 4%. Il n'était pas entre les 5 premiers. Donc, la surprise, ce n'est pas le vote par Castillo en soi-même, sinon la vitesse avec laquelle ce vote a remonté dans les derniers 7 jours. Ça, c'était la surprise. Voilà, on va continuer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que tu peux nous faire un peu les modèles proposés par ces deux candidats? Oui, on va essayer en tout cas. Bon, Keiko, on sait. Keiko, c'est, oui, Castillo, on connaît un peu plus, mais Castillo, en fait, là, c'est... Là, alors, c'est difficile parce qu'il propose un projet de constitution nouvelle, il propose une nouvelle constitution, mais le problème, c'est que cette constitution n'est pas vraiment une constitution qui, dans la pratique, pourrait être facilement négociée avec les groupes parlementaires. Parce que ce n'est pas même pas revenir un petit peu, reprendre quelque chose de la constitution de 1979, non, sinon qu'il veut vraiment changer un modèle, une autre constitution. Parce que vous savez une assemblée nationale constituante? Oui, oui, et il veut changer la constitution de 1993, que c'est la constitution fujimorista, la constitution néolibérale, mais il a un modèle statiste, on peut dire, mais qui va être vraiment très possible de mettre en pratique dans un système démocratique. Déjà, le scénario qu'il aura dans le Parlement, c'est très compliqué. Oui, dis-nous, tu peux nous dire un mot là-dessus parce que c'est très fragmenté aussi. Si. Keiko Fujimori, elle a 23 candidats. Déjà, ça vient de sortir ce matin la comptabilité finale. Alors, Keiko, elle a 23 candidats. Keiko, c'est la représentante du Fujimorismo. Pedro Castillo, alors, il a 37. Action Populaire, que c'est le parti le plus traditionnel de centre, mais assez populiste, improvisé, qui a essayé de faire le coup d'État il y a quelques mois. Action Populaire, son candidat, il était Lescano. Il a 18. On a 14 de Rafael López Aliaga, que c'est vraiment l'extrême droite, mais hyper conservatrice, presque fasciste. Ah oui, c'est médiéval, oui. C'est médiéval, complètement médiéval. Bon, ils sont 14 personnes maintenant au Parlement. Oui. Et après, alors, je rajoute quand même que, Marie, je rajoute aussi pour les auditeurs, c'est médiéval. Enfin, c'est médiéval pour certainement les propositions pour les auditeurs qui nous regardent. Pas au Pérou, qui est un pays très conservateur. Je rappelle quand même que López Aliaga a gagné à Lima. Donc, c'est un détail qu'il faut ajouter.
Il a gagné, non, à Lima, il a gagné Hernando de Soto et lui, il est en deuxième lieu, je Je me crois. suis arrêté sur Bon, l'ancien. oui. Il me Mais, semblait non, qu'il avait gagné à Lima. Mais enfin, s'il il n'a est pas très, gagné, oui, il est juste il est derrière. Ouais. très, 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 très près, voilà. Et Sa donc, couleur, c'est le bleu ciel d'ailleurs. c'est le bleu ciel, et donc c'est un vote hyper religieux, conservateur. C'est pour ça que le roman dit médiéval, c'est en effet comme ça, parce qu'il parle des femmes qui doivent être soumises à l'homme, des choses, mais vraiment que, bon, enfin. Et après, on a de petits fragments des groupes parlementaires qui n'ont plus de 5 candidats. On a 11 groupes parlementaires, donc imaginez-vous le niveau de fragmentation, pour pouvoir faire passer un projet de loi comme la réforme de certains articles de la Constitution. Pedro Castillo ou Keiko Fujimori vont avoir besoin, bon, Pedro Castillo dans ce cas, il va avoir besoin de 87 votes, c'est-à-dire Et il en a une, 37. Il va devoir une, négocier avec une, plusieurs groupes parlementaires en même mais temps. ça va être très difficile parce qu'il y a la droite, si tu fais l'addition, il y a la droite qui a, voilà, entre Keiko, non, Fuerza Popular, l'extrême droite, et De Hernando de Soto. Soto, qui est le libéral, l'économiste libéral, qui a eu aussi une votation, il est resté troisième. Donc, tu as la droite qui va se positionner au Parlement et ça va être, je pense que ça va être vraiment une situation, soit qui gagne Castillo, soit qui gagne Keiko, une situation de très, très fragile gouvernance avec un système très faible, sans légitimité. Vraiment, c'est… Alors, Marie, on a une question, parce que toi, tu connais bien le monde rural. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a pris la campagne de Castillo dans le monde rural? Alors, je voudrais quand même, avant ça, on va quand même se focaliser sur Castillo, puisque c'est lui qui est arrivé au deuxième tour. Mais il y avait aussi deux gauches en compétition. Il y avait cette gauche représentée par Castillo, et puis il y avait la gauche représentée par Verónica Mendoza, qui, elle, avait aussi comme proposition une Assemblée nationale constituante avec un programme social de récupération des ressources énergétiques, de mise de réforme fiscale pour pouvoir se réapproprier aussi une partie de la richesse et pouvoir la distribuer et investir dans la santé ou l'éducation. Véronica s'était entourée d'universitaires ou de gens d'organisations sociales qui avaient effectivement fait un programme de gouvernement très, très affûté et affilé. Et puis, elle avait au niveau sociétal un point de vue aussi très libéral qui lui a joué des tours, hein, je crois qu'il ne faut pas dire le contraire, sur l'avortement, sur le droit des femmes, sur le droit des communautés ou des minorités en règle générale. Ça a fait très, très peur au Pérou. Et finalement, on a vu qu'on ne gagne pas, en tout cas dans un pays comme le Pérou, peut-être même dans d'autres, on ne gagne pas une élection sur le droit à la minorité, surtout quand il y a un autre candidat qui fait un programme national populaire qui inclut tout le monde. Et il faut dire que là, pour le coup, Castillo connaît très bien son électorat, puisqu'il connaît très bien l'idiosyncrasie péruvienne, puisqu'il a des positions, là, pour le coup, très conservatrices au niveau sociétal sur les thèmes de l'euthanasie, l'avortement, l'égalité de genre, etc. Donc là, on avait vraiment une typification de deux modèles de gauche. Et là, on voit que effectivement, elles sont irréconciliables. Et il y a énormément de voix qui étaient, on va dire, prédestinées peut-être au début à Verónica Mendoza, qui sont passées sur Castillo. Verónica Mendoza a dû subir une attaque médiatique brutale que j'ai pu voir ici sur les thèmes du Venezuela ou sur les thèmes de l'identité de genre, avec des chaînes WhatsApp dénonçant quelques jours avant l'élection le fait que si on vote pour Verónica Mendoza, votre enfant va être homosexuel. Ces deux thèmes ne sont pas à mettre de côté. Je vous rappelle quand même que ces deux thèmes ont été les mêmes
qui ont fait que lorsque on a demandé aux Colombiens s'ils voulaient voter pour la guerre ou pour la paix, ils ont voté pour la guerre, sur la base d'arguments que s'ils votaient pour la paix, leurs enfants allaient devenir homosexuels et le pays allait devenir le Venezuela. Donc là, effectivement, elle a bénéficié, enfin, elle n'a pas bénéficié, elle s'est fait, on va dire, piéger aussi sur le système médiatique et politique. Et dans ce même temps, étant donné que Castillo était crédité de 3%, les médias l'ont laissé plus ou moins tranquille en disant celui-là, il n'a aucune chance, et que même s'il a une chance, son programme est si radical au niveau social qu'on aura bien le temps de s'en occuper plus tard. Voilà, c'est chose faite. Là, je vous rassure, ça a commencé. Castillo est en train de s'en prendre plein la gueule. Et je pense que dans les semaines et dans les mois qui viennent, le système de communication de l'oligarchie de Lima et de la bourgeoisie de province va évidemment se déchaîner contre le candidat. Donc, comment, là j'étais pour aller un peu vite, on va revenir sur Castillo, puis après on passera à Eduardo qui nous dira sa peine. Quelle a été la caisse de résonance dans les campagnes du message de Castillo? Oui, alors c'est tout à fait vrai ce que tu dis sur Verónica Mendoza et Juntos por el Perú. C'était plutôt la gauche plus progressiste et plus libérale dans le social, non? Et évidemment, Verónica, elle a été détruite par les médias de communication. C'était vraiment la démolition. Je ne sais pas si on comprend le terme, mais elle était vraiment… c'était quelque chose d'incroyable, comme tu racontes. Bon, alors, Castillo, plusieurs spécialistes parlent de lui comme la gauche anachronique. Déjà, Castillo a un discours très conservateur dans le social. Il est en contre ce qu'au Pérou on appelle l'enfoque de género, c'est les droits des femmes, l'égalité de genre. L'égalité de genre, les voilà. droits des femmes, égalité de genre. Et donc, et il ne parle pas non plus d'un discours, par exemple, ambientaliste, c'est-à-dire ça apparaît pas. Non, de défense de l'environnement, oui. Non, de défense de l'environnement. Il est vraiment, c'est un projet politique statiste qui se centre dans un discours plutôt de classe syndicaliste, non? C'est comme revenir un peu aux années 70, mais qui a eu un écho très important dans plusieurs régions, et surtout dans les régions de la montagne du Pérou. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ça. Je pense que Castillo, comme je dis, il y a un moment, il représente ce sentiment de fatigue et de vraiment c'est arrivé à une limite, non, d'être vraiment une population qui se sent exclue, et qui maintenant, dans le contexte de la pandémie, elle a vraiment une situation très, très, très précaire et très grave, non? Tu connais bien la situation au Pérou, la situation d'inégalité, c'est vraiment la pauvreté, elle a augmenté avec la pandémie. Les gens, ils n'ont même pas de l'oxygène si elles tombent malades. Alors, les grandes différences sociales, ce sont qui déjà qu'elles existaient bien sûr, mais elles se sont mises sur place d'une façon plus évidente. Et je pense que là, d'un côté, il y a les gens qui ont trouvé dans Pedro Castillo un discours qui leur était plus proche et quelqu'un qui était issu d'une histoire plutôt liée à la campagne, à une réalité sociale qui leur était plus proche. Donc ça, d'un côté. De notre côté, c'est vrai que Castillo a fait une campagne politique qui a été assez longue, mais qu'elle avait n'était pas prise en compte par les médias. C'est-à-dire, il n'a pas commencé il y a 2 mois, il a commencé il y a au moins 2 ans.
et avant, quand il était le leader d'une faction de la grève des professeurs de laquelle je parlais. Donc, Castillo, il a fait une campagne qui n'a pas respecté les restrictions sanitaires. Les autres candidats, ils n'ont pas fait, par exemple, des grands meetings, non? Ils n'ont pas eu de contact direct, très, très peu avec les électeurs, tandis que Pedro Castillo, il a été pendant des mois dans les différents territoires de la montagne du Pérou, en train de faire des grands meetings dans les places des petits villages. Il était avec les gens, il arrivait dans le cheval. C'est-à-dire, vraiment, il a fait une stratégie de politique plus traditionnelle, non? Mais qui arrivait vraiment à être en contact avec les gens. Donc, ça, son discours qui reprend cette sensation, ce sentiment d'injustice, d'inégalité et d'exclusion historique. Et après, aussi ce que tu disais, il n'a pas été la victime de la droite ni des médias. Ça, c'était Verónica Mendoza. Et lui, il a commencé il a passé, non? Et personne attendait vraiment la montée si vite, si abrupte qu'il a eu dans les derniers 7-6 jours. Donc, oui, alors, avant de passer à l'Équateur, j'ai quand même réussi à faire une interview il y a quelques jours avant l'élection du porte-parole de Pedro Castillo, qui m'expliquait un peu aussi les grandes lignes de son programme. Donc la constituante, c'est vraiment un des piliers, et puis la récupération des ressources énergétiques du Pérou pour les mettre au service du social, de l'éducation, de la santé, et aussi pour relancer les secteurs paysans, et pas seulement l'agrobusiness, bien évidemment, mais les secteurs, les petits et moyens producteurs, les petits et moyens agriculteurs. Donc, il y a vraiment aussi une préoccupation populaire et un discours qui tape, bien évidemment. Il a fait une très, très bonne campagne. Évidemment, on lui souhaite bonne chance pour le deuxième tour, avec peut-être… qui sait, même dans la circonstance d'un Parlement fragmenté et d'une grande difficulté qu'il y aura à gouverner pour l'un ou pour l'autre, peut-être une perspective de changement pour le Pérou. On va remonter un petit peu plus au nord. Eduardo, ça va? Tu es encore vivant? Est-ce que tu veux que je t'accueille en exil politique à Marseille? On va essayer de rester ici pour faire la résistance, sinon qui va le faire? Voilà, très bien. C'est la réponse que j'attendais. Merci, Eduardo. Et puis, évidemment, compte sur nous pour relayer la résistance et venir aussi voir comment elle se pratique sur place. Bon, merci Marie, en tout cas, reste en ligne. On va continuer un débat après, notamment sur la figure du parti au Pérou et en Équateur, parce qu'évidemment, ça a joué dans les deux élections, ça. Eduardo, tu nous fais un petit… est-ce que tu arrives là? Est-ce qu'on a des éléments à 2 jours de l'élection qui expliquent la défaite d'Andrés Araúz, contre tout pronostic d'ailleurs, puisque la plupart des instituts de sondage le donnaient gagnant avec 5-6 points d'avance. Oui, moi je dirais qu'il reste encore beaucoup d'analyses dans le détail à faire. Ce que je pourrais dire, c'est que les résultats, et comme tu le dis, d'une certaine façon, on ne s'attendait pas à ça. Je veux dire, il y avait une certaine confiance, même si on savait que ça allait être quelque chose de serré. Il y avait une certaine confiance en fait qu'Andrés Araúz pourrait gagner. Finalement, le résultat nous fait faire un pas en arrière et penser aux facteurs structurels qui sont derrière. Au-delà des différentes subtilités des campagnes, des différentes façons de disputer les voix qu'il fallait disputer, ça nous ramène d'une façon très brutale à la réalité de penser finalement le structurel qui est le débat de la corruption qui a délégitimé totalement la question de l'État. Une des questions fondamentales pour comprendre le résultat en Équateur, ou je ne sais pas, ça vaut peut-être le coup de juste le rappeler au cas où les auditeurs ne l'ont pas vu. On est à 52% pour Lasso, 48% pour Andrés Araúz, ça fait une différence de 4 points. Ces différences-là, la raison vraiment pour laquelle on pourrait la comprendre, c'est la façon dont on a vécu 4 ans de propagande qui a répété tous les jours, plusieurs fois par jour, dans toutes les chaînes de télévision,
que l'expérience progressiste était une expérience corrompue. Non seulement en attaquant l'expérience progressiste, mais en attaquant l'État, la notion même d'État et de bien commun, de bien public. Et en même temps qu'on faisait ça, parlant à une population équatorienne que, à cause de la pandémie, à cause des décisions néolibérales du gouvernement de Lenín Moreno, s'est retrouvé de plus en plus dans une situation d'informalité dans le travail. Et à cette population-là, on leur répétait tout le temps le dialogue de l'entrepreneuriat. Donc, d'un côté, détruire tout ce qui est l'État, tout ce qui est le public. D'un autre côté, parler aux gens qui sont dans une situation de précarité, qui sont dans une situation d'informalité, leur parler de entrepreneuriat. Vous allez être les maîtres de votre futur, les entrepreneurs, promettre qu'avec un banquier, ils auraient plus de chances. Donc, définitivement, il y a une question de structure. Oui, ça a coupé. C'est bon, on reprend avec Eduardo. Donc, Eduardo, tu nous disais sur les raisons, la corruption. Quelles sont les raisons qui ont fait que Andrés n'ait pas réussi Andrés Araúz n'ait pas réussi à passer devant et que l'Équateur se réveille avec Guillermo Lasso? Oui, donc il y a toute cette question de la corruption qu'en fait, il y a le lawfare derrière. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées en prison sans aucune preuve réelle de cette corruption. Il y en a eu peut-être quelques-uns qui ont eu vraiment des affaires, mais c'est quelque chose de minime par rapport à ce qui est présenté dans les médias en disant que c'est une mafia lidérée par Rafael Correa et c'est plus proche, ce qui n'a aucun sens dans aucune des preuves qu'ils ont pu trouver. C'est juste une propagande que d'un côté tente d'annuler la légitimité du mouvement progressiste, mais plus profondément, le paradigme même de l'État, de la légitimité d'avoir un appareil d'État qui puisse répondre à des questions sociales. Et comme je disais, face d'un côté à cette attaque-là du public, de l'État, du commun, on voit se développer, on a vu se développer pendant 4 ans, tout une narrative de l'entrepreneuriat. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez votre destin en main, vous n'avez pas besoin de l'État pour ça. L'État est corrompu, donc pourquoi continuer à croire dans cet appareil corrompu si vous pouvez sortir de là où vous êtes juste par vos efforts, si vous le faites bien, vous y arriverez. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, ce discours d'entrepreneuriat a une résonance dans le 60% de travailleurs informels du pays. Oui. C'est la réalité concrète de beaucoup de gens. Essayer de faire leur petite affaire, vendre leur petite bouffe qu'ils cuisinent chez eux, aller vendre dans la rue parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, avoir des travaux qui durent une semaine et pas savoir si la semaine d'après, ils vont avoir quelque chose. C'est la réalité des gens. Et ce discours de l'entrepreneuriat a essayé de donner sens à ça. Oui, évidemment, on connaît tous que l'entrepreneuriat dans la bouche de Guillermo Lasso et de la banque ne veut rien dire d'autre que la précarité laborale, l'attaque des droits des travailleurs. Mais cependant, ça a été un vrai dialogue avec le secteur le plus précarisé dans une certaine partie du pays. Et le troisième facteur qui est fondamental dans le structurel. Après, on peut revenir un peu dans le détail de la campagne. Mais dans le structurel, le dernier facteur qui est très, très fort, c'est la conséquence de vider de sens depuis, et ça, c'est pas 4 ans, ça on le vit depuis déjà 8 ans, de la notion même de démocratie. On a tellement... on l'a vu aussi en Bolivie au moment du référendum de la réélection, où on essayait, et on l'a vu en Équateur pendant plusieurs périodes où on parlait de l'autoritarisme de la révolution citoyenne, où on parlait du manque de liberté et du fait qu'il y aurait une différente façon de faire la politique qui est une façon qui va diviser le pays plutôt que celle qui fait le consensus. Il y a tout un dialogue d'une démocratie formelle vidée de sens. On ne parle jamais de la démocratie réelle, des droits sociaux, des droits des travailleurs, de comment se répartit le capital entre les travailleurs et les banques. Et on préfère parler de la forme plutôt que du fond. Ça, c'est quelque chose que les médias ont réussi à imposer. Ce n'est pas que ces 4 dernières années. Je dirais que même les dernières années du gouvernement de Correa, c'était déjà le cas. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que Lenín Moreno a été désigné le candidat de Rafael Correa. C'était celui qui semblait être le plus de consensus, celui qui allait créer le moins de conflits. Et finalement, derrière cette façade de ce qui compte, c'est la forme,
on ne parle pas du tout du fond. Les médias ne laissent aucune place au débat du fond et on laisse croire que parce qu'un candidat banquier s'habille avec des belles chaussures rouges et qui paraît rajeuni, tout d'un coup, il serait empathique avec les plus pauvres. Le jour même de l'élection, on a vu Lasso exprimer sa joie dans une des endroits les plus luxueux du pays, entouré de belles gens blancs aux yeux bleus, tous blancs avec le champagne le plus cher du pays, alors qu'on a des gens qui meurent dans la rue. C'est ça le symbole de ce qui vient de se passer et de la façon dont on est en train de détruire la possibilité même du débat derrière ça. Alors, est-ce qu'il y a eu des éléments dans la campagne qui ont fait qu'à un moment donné, ça a balancé? Est-ce que tu nous en parlais tout à l'heure en guise de détail? Parce qu'effectivement, là, les causes structurelles nous permettent de comprendre un peu pourquoi les Équatoriens ont voté pour l'assaut dimanche dernier. Oui, on peut parler des détails de campagne. Je pense que c'était important de commencer par là parce que vraiment, Ouais. je pense Après, que… rapidement hein, aussi, parce que je pense Oui, qu'il doit y en avoir bien sûr. énormément. Moi, je voulais juste commencer par ça pour dire que je Ouais. pense vraiment que même avec la meilleure des campagnes, c'était très dur de faire face à cette dynamique structurelle de 4 ans de propagande, de 4 ans de légitimation et tous les millions de dollars qui ont été mis dans la campagne. Je voulais juste faire comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on aurait pu changer sur certains détails, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, sur la campagne en elle-même, on a vu entre le premier tour et le deuxième tour, l'enjeu était de qui allait convaincre les électeurs des deux autres grands candidats qui se sont présentés au premier tour, qui était Javier Hervás, qui était la social-démocratie, qui est les rené des cendres, totalement détruite depuis plus de 10-15 ans. Et elle a pu renaître à cause justement de ce débat-là sur la forme et pas sur le fond. La social-démocratie, c'est son territoire préféré, le fait de pouvoir surfer sur la forme et pas sur le fond. Et du coup, on a vu des candidats comme Hervás, qui était le candidat de la social-démocratie, parler un peu de tout et de rien, donner une image jeune, donner une image conciliante, et il fallait convaincre ses électeurs. D'un autre côté, il fallait convaincre les électeurs de Yacu Pérez, le candidat du mouvement, le candidat du bras politique du mouvement indigène. Je dis le bras politique parce que le mouvement indigène ne l'a pas élu comme candidat, il faut se rappeler de ça, c'est juste le bras politique et l'élite du bras politique Pachakutik, qui est le parti du mouvement indigène, qui a imposé ce candidat-là contre l'avis du mouvement social, l'avis du mouvement indigène qui voulait avoir d'autres candidats à sa place. Donc, il fallait les convaincre. Dans le fait, ce qui s'est passé, c'est une grande majorité des candidats de Hervás ont fini par préférer l'assaut. Ça se confirme clairement dans les provinces où Hervás… Oui, à Quito, ça se confirme à Quito. Dans les provinces où Hervás était majoritaire et fondamentalement à Quito. Quito, on perd clairement, le progressisme perd 65% contre 35%. Et cette différence-là, elle est essentiellement due à ce report de voix. Mais pas uniquement. Il faut voir, il y a tout un débat simpliste qui se fait en ce moment sur le fait que le mouvement indigène a juste demandé de voter nul et du coup, ils auraient été un agent majeur du nul. Quand tu rentres dans le détail, en réalité, dans les provinces à majorité indigène, où il y avait cette majorité de voix pour Yaku, en fait, quand tu regardes les chiffres, on pourrait dire que c'est une moitié des électeurs de Yaku qui ont décidé de voter nul, mais l'autre moitié a clairement voté à la droite. Ce qui montre aussi les contradictions. Si tu rajoutes la moitié, il n'y aurait peut-être pas eu ces résultats. Mais oui, non, ça, évidemment, on ne va pas refaire l'élection. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu regardes… Ce que je veux dire par là, c'est que ça montre la contradiction et une vision un peu naïve de ce qui est le vote dans ces régions-là. Un peu naïve de croire qu'il y a une organicité d'un mouvement indigène qui est rené. En fait, en réalité, tu as une augmentation claire des votes nuls. Il y a quasiment 1 million de votes nuls qui se sont ajoutés aux votes nuls qui ont eu lieu lors des dernières élections. Donc, c'est vrai qu'il y a eu 1 million de votes nuls. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une droitisation des régions sous l'influence indigène. De la région de… Pardon, excuse-moi, tu disais que la moitié a voté nul, l'autre moitié a voté l'assaut. Exactement.
Ah, pardon, je Exactement. n'avais pas compris. Ah oui, d'accord. Oui, 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 bah, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Donc, c'est pas juste une question du vote nul, c'est aussi une question de droitisation et de perméabilisation de cette campagne structurelle dont je parlais antérieurement. Croire que demain, un candidat indigène face à l'assaut pourrait nécessairement faire face à ces questions structurelles n'est pas si facile que ça. Donc, il ne faut pas être simpliste dans l'analyse qu'on fait d'une certaine façon de la naïveté de c'est juste le mouvement indigène qui a décidé d'être nul. Non, une partie du mouvement indigène a voté pour la droite. Et ça, il faut le tenir en compte. Je veux dire, pas le mouvement indigène, des zones de grande influence indigène. Parce que ce n'est pas que indigène, ces zones-là, mais c'est des zones qui ont voté où l'assaut, ce n'est pas juste le nul qui fait monter en pourcentage égal l'assaut et à la hausse. Non, c'est l'assaut qui reprend une grande partie du vote. Donc ça, il faut le prendre en compte. En termes de campagne, moi, je dirais que il faut comprendre qu'Andrés Arauz jouait avec toute cette opposition dure au coréisme. Il y a eu ils ont essayé de s'éloigner de la figure de Rafael Correa. Je pense que cette stratégie n'a pas marché. Ah oui. Clairement. Clairement, je pense que Alors les ça, c'est stratégies… une tension qu'il y avait déjà au premier tour, hein, cette tension avec que faire. Mais c'est une tension qui méritait d'ailleurs une question qui méritait d'être posée. Andrés, qui a des qualités propres gigantesques, devait-il faire plus une campagne solo? Sauf qu'il n'était connu que parce qu'il y avait Correa derrière. Il y avait une véritable tension depuis des mois hein, sur cette question-là. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que les stratégies n'ont pas fonctionné. Ce n'était pas l'éloignement de Correa qui allait changer quelque chose. Il y a un certain public, je pense, à Quito, qu'on a essayé de convaincre d'une certaine façon en faisant ça. Je ne pense pas que c'était nécessairement la stratégie qui allait le plus bien payer. Les chiffres le démontrent. Donc, je pense que aujourd'hui, la situation elle est compliquée parce qu'on a dû faire face à déjà 4 ans d'essayer d'enlever la possibilité d'avoir un parti propre, d'enlever la possibilité que Correa soit candidat. Il est évident que Correa candidat, on l'aime ou l'aime pas, on le critique pas, il arrive à connecter avec les masses populaires d'une façon qui est unique. Oui, Et là, je t'interromps il y a pour rien d'important. Eduardo, parce que ce que tu fais là, cet exercice de comparaison entre Andrés Araúz et Rafael Correa, je crois que c'est aussi un peu les mêmes, on va dire, les mêmes tendances ou les mêmes modèles de gauche qui se matérialisent au Pérou entre Verónica Mendoza et Pedro Castillo, toute comparaison étant, je ne sais plus la formule, mais il y a quelque chose, c'est-à-dire ces deux gauches, et la Révolution citoyenne avait réussi, au moins au premier tour, à les unir. Là, au Pérou, elles sont divisées, on verra au deuxième tour, mais c'est vrai que Rafael Correa est aussi très conservateur au niveau sociétal, Andrés Araúz beaucoup moins. On retrouve un peu ces modèles-là dans les deux pays, et je dirais presque dans d'autres pays d'Amérique latine aussi. Allô, Eduardo? Oui, pardon, j'ai eu une petite Ouais. coupure. C'est un phénomène qui est comme tu le dis, régional, dans le sens où le talon d'Achille de la légitimité des leaders qui viennent des mouvements progressistes est celui-là. Et c'est une légitimité qui se construit différemment avec la légitimité électorale de la droite. La légitimité électorale de la droite peut être interchangeable, peut échanger leurs candidats, ne se base pas dans un chemin historique de construction d'une légitimité par des luttes sociales, par des expressions publiques de défis du status quo, alors que la droite n'a pas besoin de ça. La droite peut changer de candidat. Il suffit d'une belle phase, une belle campagne de marketing et de jouer là-dessus. Les légitimités des leaders populaires est totalement différente, c'est structuré d'une façon différente et va continuer à être un talon d'Achille tant qu'on ne construira pas de mouvements, de processus plus collectifs. Et bien voilà, justement, ça arrive à la question que je voulais. On s'est bien connecté là, Eduardo, on ne l'a pas préparé, je tiens à préciser quand même. Parce que, bon, là, c'est vrai qu'on est, enfin, on va dire un peu triste, mais on va peut-être arrêter de pleurnicher et d'aller chercher dans les campagnes de la droite des justifications à la défaite des candidats progressistes de gauche radicale, nationale populaire. Je crois qu'il y a aussi tout un ensemble de questions à se poser, et notamment la question du parti.
au Pérou, comme le mentionnait Marie, les partis sont des franchises, c'est-à-dire qu'ils ont la légalité et ils sont investis par des groupes de candidats qui leur font prendre un virage idéologique différent selon les élections. Sauf que on a vu que finalement, là, les deux qui sont passés au deuxième tour, eux, viennent de partis et de structures organiques plus ou moins historiques. Hein. Au Pérou, il y en avait 3, on aurait pu rajouter Action populaire aussi. Mais enfin, Fuerza Popular du Fujimorisme, c'est quand même une structure organique qui a plusieurs années, Pérou Libre dans son style aussi. Et donc, les franchises, finalement, ne marchent pas forcément au niveau électoral. En Équateur, évidemment que ça a joué, puisqu'on se rappelle que le système électoral, le lawfare, a essayé de priver l'option politique coréiste d'un débouché électoral au sein d'un parti. Est-ce que la question de la structure organique n'est pas essentielle pour gagner des élections et faire rempart au développement du néolibéralisme dans la région? Marie, on va revenir avec toi sur cette question. Si, non, je crois que le cas péruvien est un peu différent. Alors là, cette affirmation, il faut la matisser un peu. Parce que déjà, le parti de Perú Libre de Castillo, et c'est pas vraiment l'ancienne gauche, hein. C'est pas vraiment comme ça si organique que ça. C'est un parti plus ou moins récent. C'est plutôt la gauche au Pérou. Ça fait plusieurs années, elle est divisée, très divisée, et les nouvelles agrupations de gauche, elles sont aussi divisées en trois partis. Donc c'est Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, el Frente Amplio, c'est une gauche socialiste, ambientaliste, qui est préoccupée des sujets plus liés aux problématiques extractives, les miniers, etc. Et après, tu as Perú Libre, mais c'est vraiment un parti qui a un parcours plus récent. Donc, Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, c'est une coalition qui a regroupé à plusieurs partis de gauche, mais qui sont devenus très petits. Donc, tu as le parti Patria Roja, et ça vient de l'ancienne gauche, tu as le parti communiste, et tu as Nuevo Perú, tu as d'autres partis de la gauche qui sont regroupés dans Juntos por el Perú. Et donc, c'est vraiment la gauche même, elle est très, très fragmentée. Mais je ne dirais pas que Perú Libre, c'est plus organique. En tout cas, je pense que là, il faut faire attention. Plutôt dans le cas de Fujimori. En fait, je disais ça, Marie, parce que le Juntos por el Perú, c'est une alliance, électorale et en fait qui utilise la figure légale du parti humaniste qui avait changé son nom et dont d'ailleurs, en pleine campagne, plusieurs de ses dirigeants ont critiqué leur candidate en théorie, non? Donc, on voit quand même que là, il y a quand même quelques problèmes. C'est pour ça que je disais, ce genre de problème n'a pas eu lieu. Peut-être qu'il y a eu plus de verticalisme dans Perú Libre et peut-être plus de fonctionnement plus centraliste. C'est pour ça que j'utilisais cette phraséologie-là. Oui, là, oui, c'est vrai. Mais je reprends l'idée, Perú Libre, c'est pas non plus un parti qui a une vieille histoire de la gauche, de l'ancienne gauche. Non, c'est vraiment de nouveaux quadros, comme on dit, les quadros politiques, de nouveaux leaders politiques, des cadres qui sont dans la politique les dernières peut-être 5 ans ou 10 ans, non? Et qui ont commencé à faire un travail plutôt localisé pour se faire connaître dans les différents territoires, non? Dans le cas du Fujimorisme, alors là, c'est différent parce que là, il y a le parti de Keiko Fujimori, il a la mémoire, disons, de son père, non? Alberto Fujimori, qui a été le dictateur au Pérou entre l'année 90 et 2000, qui est en prison par des graves crimes, non? Mais le Fujimorisme, il a un électorat qui est
noyau dur du fujimorisme, non, mais qui est 10%, disons, maximum, 8%. Non. Et sur ce pourcentage, il y en a eu d'autres qui se sont montés un peu au dernier moment par la peur. Parce que je crois que le processus électoral péruvien, c'est un processus qui s'est caractérisé par 3 choses. Alors, d'abord, la fragmentation, la corruption. Là, c'est vraiment la corruption. C'est un peu différent de ce que j'entends parler à Eduardo sur le Qatar. Ici, la corruption, c'est vraiment généralisé. Et ce qui a joué très, très fort, c'est que pendant des années, la population a eu la perception et on a entendu tout le temps parler des affaires de corruption. Mais l'année dernière, vraiment, c'était le moment où toute cette perception se fait vraiment réalité quand on apprend le cas Lavajato, non? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le cas Lavajato, c'est une affaire de corruption énorme parce qu'il nous montre qu'il y a un lien entre la corruption, les mafias et le pouvoir judiciaire, les procureurs. Donc là, c'est vraiment quand la population, les citoyens se disent « mais alors, c'était vrai, mais c'était énorme, c'était plus encore de ce qu'on pensait ». Et là, c'est un moment, je pense, d'une espèce de méfiance totale de la population envers le système politique. Il y a aussi l'affaire Odebrecht, non? Alors tout ça vraiment fait que la situation de gouvernance soit très très faible. Et l'autre facteur, alors, c'est la peur, je disais. Pourquoi? Parce que ici au Pérou, je pense qu'on peut faire la comparaison avec les capteurs. Aussi, il y a un discours très très fort de la droite qui vient de plusieurs années, qui essaye de mettre à la gauche, qui essaye de faire apparaître à la gauche comme toute la gauche comme une gauche radicale et liée au groupe terroriste Sentier Lumineux. Donc, ici au Pérou, on a cet héritage, on a cette histoire que la droite a profité très bien. Non? Donc, il y a même un mot, le terruqueo. C'est un néologisme péruvien. C'est un verbe péruvien. Qui explique ça, exactement. Alors, c'est un verbe issu de l'argot péruvien, c'est terruquear, ça veut dire accuser n'importe qui de terroriste sans aucune preuve, non? C'est-à-dire, si moi je parle par exemple maintenant, je dis bon, moi je pense que la justice sociale ou que l'État, il faut revenir sur l'État à faire plus fort la santé publique, alors ils vont dire ah, elle est de gauche, elle est terroriste, elle est rouge. C'est comme ça. Alors c'est devenu presque le sport national, nous on dit, le terruqueo. Donc Verónica Mendoza, tout la droite, et pas seulement la droite, le centre aussi, il disait non, elle est terrónica, ¿no? Terrónica, c'était la façon de terruquear à Verónica Mendoza, c'était un jeu avec son prénom. Donc, c'était vraiment très, une chose. Oui, demain, Pedro Castillo, il passera certainement aussi dans les médias. Exactement. Et ça a commencé déjà. Déjà, oui. les principaux médias, et on peut voir sur le journal non, les photos de Pedro Castillo, et ils sont en train de le lier à Movadez, que c'est le bras politique de Sentier Lumineux. Donc, ça commence, bien sûr, non? Donc, ça a joué beaucoup. Voilà. Donc, le processus électoral péruvien, c'était d'une désaffection énorme de la citoyenneté envers les partis politiques, une méfiance complète envers l'État. C'était marqué par ça, la fragmentation, pas des vrais partis politiques, des petites alliances reconfigurées, la peur, et voilà. Donc, c'est ça un peu le scénario. Et Eduardo, quels sont les défis pour Andrés Araúz, pour la révolution citoyenne et peut-être même pour la gauche en général en Équateur? Moi, je dirais que c'est vraiment
une perspective très difficile qui s'ouvre parce que le gouvernement de l'assaut va clairement se positionner dans une continuité dans la répression, dans la persécution politique. On a vu déjà ce matin euh, le ministre Martinez et la commandante générale de la police déposer un projet à l'Assemblée nationale ce matin même sur l'utilisation progressive de la force policière, qui en réalité est présenté par la police. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé en octobre de 2019, dans la contestation populaire, dans les manifestations, les violations des droits de l'homme, les personnes qui ont été tuées par les forces policières, il y a justement un rapport de, de, de Defensor del Pueblo, le défenseur du peuple. C'est une institution ici qui est entre autres organisée pour la défense des droits sociaux et des droits de l'homme en Équateur, qui est indépendante de l'exécutif, a lancé un rapport il y a quelques semaines où de montrer clairement la responsabilité de l'État dans des assassinats extrajudiciaires, dans des processus de torture. Il y a eu des femmes violées pendant les manifestations par les forces de la police. Euh, il y a tout un certain nombre de chiffres et d'évidences claires dans ce rapport-là. En même temps que ça arrive, on voit le lendemain de l'élection la police déposer ce projet de loi ce qui prépare, c'est la porte ouverte à une impunité totale dans la répression. On peut dire que Guillermo Lasso sait très bien qu'il n'a pas les moyens d'une articulation pacifique de la contestation à sa politique néolibérale. Il n'y a pas une façon de créer un consensus avec les classes populaires qui sont en train de mourir en ce moment dans les hôpitaux, qui sont dans une situation de pauvreté et de précarité extrême dans le pays à cause de cette politique néolibérale. Ce n'est pas juste la pandémie, c'est la façon dont ils ont géré cette pandémie-là. Guillermo Lasso, il sait qu'il n'y aura pas une façon démocratique de gérer ces tensions-là et qu'il devra faire appel aux forces de l'ordre. Ça se passe sur deux fronts. Le premier front, ça va être de continuer à poursuivre les leaders de la révolution citoyenne. On a déjà des informations internes qui nous disent que la fiscale, qui est un peu, je ne sais pas si le terme en français, procureur général. Procureur voilà, général, oui. Est déjà en train d'ouvrir des dossiers contre beaucoup de principaux coordonnateurs de la campagne d'Arauz, des dossiers judiciaires sans aucun fondement, avec des narratifs semblables à celles de l'ELN est en train de financer des campagnes, des supposés liens avec le narcotrafic, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve de ça. Au contraire, la campagne d'Andrés Arauz a été marquée par l'absence de fonds, l'absence de financement. C'était une campagne très précaire au niveau d'argent. Si tu compares les dépenses de Guillermo Lasso et d'Andrés Arauz, ils ne sont pas du tout de la même ampleur. Du coup, on voit déjà que va se perpétuer cette persécution judiciaire, c'est de l'affaire. Sur ce front-là, l'objectif est clair pour la droite, c'est détruire d'une fois pour toutes la possibilité du progressisme en Équateur. C'est l'objectif qui sont fixés. Ça, c'est évident. Et d'un autre côté, il y aura l'autre front. Un des fronts, ça va être la possibilité électorale d'un progressisme et de détruire cet espace politique-là. L'autre front, ça va être la répression dans la rue. S'il y a quelque chose qui a appris l'État en 2019 dans les grandes protestations, dans les grandes manifestations qu'on a vécues en Équateur, c'est qu'il n'était pas prêt pour faire face à cette expression populaire de masse. Et depuis, il se prépare. Ça fait 1 an et demi où les forces de l'ordre sont en train d'être entraînées par des forces israéliennes, par des forces états-uniennes. Ils sont en train d'être équipés, évidemment, aussi par de l'armement de pointe. Il y a toute une certaine de mesures tout cet équipement technologique aussi de surveillance qui s'est mis en place après octobre 2019, qui nous laisse vraiment entendre qu'ils ne laisseront pas passer à nouveau un épisode comme celui de 2019. Il ne s'agira pas juste d'une répression au moment où ça explose, mais d'éviter que ça explose par de l'intelligence, par du fichage, par de moyens technologiques, de renseignement. Et
il y aura évidemment de la répression quand ça arrivera, mais c'est très difficile qu'un épisode comme celui qu'on a vécu en 2019 puisse se reproduire avec une telle force, parce qu'il y a un appareil d'État qui s'est mobilisé avec toutes leurs forces et tout le soutien de forces répressives états-uniennes, le Conseil des forces répressives israéliennes, tout un certain nombre d'appareils et des dispositifs technologiques qui laissent croire que la lutte sociale va être très différente de ce qu'on a vécu en 2019. Donc, l'avenir, c'est en ce moment, comment ne pas laisser éteindre cette lumière progressiste? Comment on parle beaucoup des nouvelles organisations de défense des droits humains qui vont devoir se mettre en place, de toutes les campagnes de soutien international face à ce qui est en train de se mettre à l'œuvre, euh, et qui n'est pas, discret, n'est pas silencieux, à tel point que même l'Union européenne ou le représentant de l'Union européenne en Équateur a déclaré récemment, pas publiquement, mais dans des réunions avec des délégués internationaux qui ont été avec lui, que c'était une des plus grandes préoccupations de l'Union européenne, c'est de l'eau faire. Donc, pour que l'Union européenne, une des instances les plus néolibérales de la planète, qui ne se préoccupent pas du tout dans les formes réelles de la démocratie, puissent commencer à exprimer leurs préoccupations, ça montre à quel point il n'y a rien de caché dans tout ça. C'est très ouvert, c'est très clair ce qui va se passer là-dessus. Il va falloir régler la question du parti, non, ou d'un mouvement politique, puisque là, il n'y a pas de grande structure, comme dans certains cas au Pérou, mais là, dans la Révolution citoyenne, depuis qu'ils se sont fait voler Alianza País, est un peu sans parti fixe et va de mouvement politique en mouvement politique. Ça, c'est un vrai défi, non? Oui, totalement. C'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est en finir avec la révolution citoyenne. Donc, on devra faire face à ça. Moi, je pense qu'une chose, c'est la partie légale du parti, de comment on maintient une possibilité électorale à ce moment même. Mais surtout, la première chose, c'est comment on va réarticuler un projet de société qui n'est pas juste dans l'électoral, mais qui va devoir se penser aussi dans la résistance à l'attaque néolibérale. Les mesures qui viennent, que ce soit dans la privatisation de la Banque centrale, qui est déjà en discussion dans l'Assemblée nationale, que ce soit sur la façon de la répression, comment elle est en train de se structurer la répression, de se structurer le lawfare, va obliger la révolution citoyenne non seulement à proposer une stratégie électorale, mais aussi une stratégie de protection sociale face à ces attaques-là, qui est quelque chose que la révolution citoyenne n'est pas habituée à faire en dehors de l'État. Donc, il y a un défi là-dessus, il y a un défi là-dessus d'articulation politique qui est fondamental, et de cette articulation politique, d'un côté de se penser en résistance, mais aussi de l'articulation politique, de se penser en articulation avec d'autres secteurs qui sont un peu éloignés des bases historiques de la révolution citoyenne, va être le défi clairement, tout en sachant que les leaders politiques qui sont présentés au mouvement électoral, que ce soit Rafael Correa ou Andrés Arauz, Rafael Correa, il est loin, il ne sera pas là. Donc, la révolution citoyenne doit se penser dans une organisation collective qui puisse lidérer ce processus de résistance en même temps qui continue à prôner une dispute de l'État. Ouais. Donc, ça c'est très important. Eduardo, Marie, merci encore une fois, vraiment que du beau monde, que des analyses fines sur les deux rives. On vous remercie, évidemment, n'hésitez pas à nous soutenir pour un autre point de vue, un autre son de cloche sur l'Amérique latine, sur la réalité politique, sociale, culturelle des pays du continent. Et puis, nous disons à très bientôt. Très bientôt, camarade. Merci pour l'invitation.